Nouvelle fonctionnalité pour Vue.js 3.4 ainsi que la V3 de Date FNS. Bienvenue dans les actualités de la semaine du lundi 15 janvier 2024. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour rester et devenir un bon développeur JavaScript. On part donc tout de suite sur Vue.js 3.4. On partira d'ailleurs juste après sur Nuxt 3.9. Donc pour ceux qui sont sur React, sur Svelte ou sur d'autres frameworks, vous pouvez passer directement à Date FNS si jamais ces nouvelles-là concernant Vue ne vous intéressent pas. En tout cas, on va tout de suite parler de ça. On va parler de cette version qui se nomme Slam Dunk. Alors Slam Dunk, qu'est-ce qu'elle introduit? Elle introduit de nouvelles choses. La première, c'est un parseur qui a été totalement réécrit. Alors le parseur, il sert à quoi ici? Il sert en fait à lire les fichiers .vue que vous créez, donc les components, les single file components que vous allez créer, et ça sert à les lire et à les comprendre. En fait, c'est ça le parseur un petit peu, et ensuite ça va les compiler, ça va créer un build de ce qu'il faut que le site web fasse, donc en JavaScript, HTML, etc. Et donc ce parseur-là a été entièrement réécrit, ce qui fait que maintenant il est 2 fois plus rapide. Donc ça va être intéressant dans le cas de hot reloading, mais aussi dans le cas d'un build final que vous faites lorsque vous uploadez votre site web dans le mode de production. Donc par rapport au benchmark qu'ils ont fait, donc c'est 44% de performance en plus, donc de temps gagné. Mais attention, ils disent bien sûr, parce que 44%, ça ne veut pas dire que votre build va être réduit de moitié, parce qu'en fait c'est simplement l'étape de parsing donc des SFC. C'est qu'une étape parmi tant d'autres, parmi donc des builds. Donc voilà, mais déjà c'est intéressant, on gagne en performance. Ensuite, un système de réactivité qui change, qui devient plus efficient, plus efficace. Alors comment ça? Ici on a un petit exemple avec un count donc qui vaut de base 0, et ensuite on a une computed qui est donc isEven pour dire si le count est pair ou non. Donc en fait on va détecter tout simplement, on va avoir isEven qui va toujours savoir si count c'est un nombre pair ou un nombre impair avec true ou false. Et donc si de base on fait un watch effect qui s'exécute directement, eh bien on peut voir que isEven.value ça vaut true. Effectivement 0 est un chiffre pair. Ensuite, si jamais un peu plus tard donc dans notre code, eh bien on change la valeur de count et on fait en sorte qu'elle soit égale à 2, qui est également un nombre pair, eh bien on va s'apercevoir qu'on va encore avoir un log qui va être fait de true. Donc en fait on a un log de true et un autre log de true juste après, alors que notre watch effect il est censé se déclencher que quand les valeurs à l'intérieur changent. Mais ici on a deux notions, deux concepts de ce changement en fait. Parce qu'il y a un changement où ça va être simplement un recalcul de la valeur. Ici donc un recalcul a été fait et donc il va y avoir un log qui va encore être fait, sauf que en soi isEven n'a pas changé puisque c'était true avant et c'est toujours true après. Donc en fait c'est un changement ici qui va donc être changé, c'est un comportement qui a été changé sous la version 3.4 et qui fait en sorte donc que ce log là qui apparaît une fois qu'on rechange count en mettant encore une fois une valeur pair, et bien en fait il ne va plus y avoir ce log là, il ne va plus y avoir l'exécution d'un watch effect ou d'une computed de computed à l'instant où la computed primaire, donc celle qui est ici dans le watch effect, eh bien n'a pas en fait réellement changé de valeur. Même si elle a été recalculée et que sa valeur est la même, eh bien si une opération va dépendre de ça, si la valeur est la même qu'avant, alors cette nouvelle opération, nouvelle fonction ne va pas se réexécuter. Ce qui est une bonne chose, puisqu'en fait là on avait un problème d'optimisation, parce qu'en fait on avait un code qui allait se réexécuter alors que c'était exactement le même code puisque la valeur était la même. En fait, c'est un code qui va se réexécuter pour rien parce que justement la valeur est la même, le calcul à la fin sera le même, les opérations vont être exactement les mêmes. Donc c'est effectivement un comportement qui n'était pas bon et qu'il fallait enlever pour avoir donc une meilleure optimisation et donc de meilleures performances. Et on peut le voir typiquement, j'ai pas réussi à le retrouver, mais on peut le voir typiquement dans le fait d'avoir des computed à la chaîne et donc d'avoir des sous-computed ou même des sous-sous-computed, par exemple dans le cas d'un timer. Si on a un timer qui affiche le nombre d'heures, le nombre de minutes et le nombre de secondes restantes, et bien en fait on va voir que le nombre de fois que le nombre de secondes change, et bien c'est toutes les secondes, donc une fois par seconde le nombre de secondes change, et avant la version 3.4, et bien le nombre de minutes et le nombre d'heures changeaient également une fois par seconde, alors que généralement ça restait la même chose. Le nombre de minutes allait rester 60 fois le même et ensuite allait évoluer, et le nombre d'heures encore plus. Alors que maintenant sous la version 3.4, et bien le nombre, la computed minute qui dépend donc de la computed seconde, et bien ne va changer qu'une seule fois par minute, donc va déclencher le changement de l'heure, et bien que quand en fait l'heure doit également être changée. Donc ça c'est beaucoup mieux en fait, ça va
ça va permettre de meilleures performances, même si parfois ça peut paraître léger. Si vous avez des systèmes un peu plus complexes, et bien ça peut vraiment vous faire gagner en performance. Dernière chose, dernière fonctionnalité, enfin avant-dernière fonctionnalité que je trouve intéressante, c'est le Define donc model. Define model, c'est maintenant la manière, puisqu'il est en version stable, la manière de faire un V-model sur un component. Donc avant, quand on crée un component et qu'on voulait qu'il y ait un V-model sur ce component-là, donc qu'il y ait un input qui soit en fait lié, eh bien, il fallait qu'on fasse donc une variable spéciale qui s'appelait model value, et ensuite on envoyait un événement qui s'appelait update model value, etc. Et bien maintenant ce n'est plus le cas. Maintenant ce n'est plus le cas puisqu'on va simplement utiliser comment on appelle ça, la macro define model. Donc ici on a un component child.view qui va en fait avoir donc ce modèle là, et donc on va avoir un modèle est égal defined model. Vous voyez qu'on a cette variable là, on va pouvoir la modifier de manière totalement normale avec un point value, et ensuite on va pouvoir afficher ce que c'est par exemple. Et derrière on peut même ici juste après mettre un input et mettre donc ce modèle là dans le vmodel de l'input en question. Après coup, ce child là, on peut l'utiliser donc sur un parent.view, et on peut voir donc qu'on va avoir, on va avoir ce vmodel là qui va être totalement lié donc à cette variable count là qui va être liée à la variable model, qui peut éventuellement lier à un champ en fait de formulaire ou quoi que ce soit, ou simplement le fait qu'on l'update à un moment et donc ça va update directement count. Donc voilà maintenant comment se servir en fait du vmodel sur un component custom. Donc ce sera via la propre define model, c'est beaucoup plus propre qu'avant, où avant c'était un peu spécial, on utilisait ce modèle là avec le update 2.model, ça n'a jamais été une superbe méthode, donc maintenant c'est beaucoup plus propre et c'est mieux. Dernière petite nouveauté, le same name shorthand. Donc ça veut dire qu'avant, si on avait donc une variable qui a le même nom qu'un attribut donc en HTML et qu'on le mettait donc de manière dynamique comme ça, eh bien il n'y avait pas de raccourci, et maintenant il y en a un. On peut tout simplement mettre .id pour signifier que eh bien l'attribut id vaut la variable id. La même chose si ça s'appelle src ou alt. En gros voilà, si le nom de votre variable c'est le même nom que l'attribut, eh bien vous pouvez faire le nom de l'attribut et ça va directement récupérer la variable en question. Voilà un peu tout donc concernant Vue 3.4. Ensuite, par rapport à Nuxt, eh bien Nuxt 3.9 c'est également mise à jour en fin d'année, tout comme Vue, les 6 c'était le 28 décembre Vue. On a une nouvelle version de Vite 5, on avait déjà parlé, il n'y a pas d'énormes changements pour nous en tant que développeurs. Ensuite, c'est également testé sous Vue.js 3.4, alors ça ne vient pas de base avec 3.4, mais si jamais on met à jour notre version de Vue sur votre projet, eh bien ça marchera directement avec Nuxt, parce que ça a été testé avec, donc c'est super. Ça c'est une fonctionnalité expérimentale, j'ai pas trop envie d'en parler pour le moment. Ensuite, on a également, certaines d'autres, oui bon, je pense, non, ah voilà, ça c'était intéressant, c'était le call once. Le call once, c'est un nouveau composable, plutôt un nouvel utilitaire qui en fait va permettre d'exécuter une opération seulement une fois. Et c'est intéressant parce que si jamais on arrive sur une page où il y a un call once justement, et donc à l'intérieur il y a une fonction, et bien cette fonction là va s'exécuter, ok, on va avoir certaines valeurs qui vont être mises en place, et si jamais on change de page puis on revient sur cette page, et bien ce call once là ne sera pas réexécuté justement parce qu'il a déjà été exécuté. Et c'est également le cas dans la différence serveur-client, c'est-à-dire que si on charge notre page, on arrive tout juste sur la page, on vient de cliquer sur Google sur votre site web, et donc le site web va se charger côté serveur, on va avoir le call once qui va s'exécuter côté serveur, et ensuite une fois que tout va se mettre côté client et que eh bien, il va y avoir l'hydratation, donc tout va se réexécuter côté client, et bien le call once ne va pas se réexécuter parce que justement on veut l'appeler uniquement une seule fois, on veut être sûr que ce soit une seule fois. Et donc je trouve ça très intéressant pour certains calculs dont on ne veut pas les refaire beaucoup de fois, ou même on ne veut pas dupliquer le fait d'avoir côté serveur et côté client, même si bien sûr il y avait déjà de très bonnes solutions, mais ça je trouve ça encore mieux pour que ce soit un peu plus clair donc au niveau de Nuxt 3.9. Dernière chose cette semaine, c'est DateFNS. Alors DateFNS, c'est une très grosse librairie pour gérer tout ce qui est date. Alors personnellement, je trouve qu'il y a deux librairies très intéressantes pour gérer les dates. C'est DateFNS, qui vous voyez est téléchargé plus de 17 millions de fois par semaine, et Day.js, que personnellement j'utilise et qui est téléchargé le même nombre de fois. Donc moi j'utilise Day.js parce que je trouve un peu plus simple pour être honnête, et parce que c'était un peu plus lié à Moment.js que j'utilisais avant. Mais DateFNS est très bien aussi, et également plus
moins gros en fait au niveau du poids. Et bien ils viennent de sortir donc leur V3 qui est intéressante parce que maintenant elle est 100% écrite en TypeScript, ce qui n'est pas le cas de Day.js. Day.js c'est pas en TypeScript mais il y a tout un tas de déclarations à côté, donc ça fonctionne très bien quand même, hein. Donc ça a été réécrit totalement en TypeScript, ce qui est très intéressant. Ensuite il y a le support des dates sous forme de chaîne de caractères, parce qu'avant elle n'y était pas. Sous la version 2, en fait, il fallait utiliser une fonction pour englober ces chaînes de caractères là, et ensuite on pouvait mettre ce résultat là donc dans des plus grosses fonctions pour changer les dates, etc. Maintenant ça c'est de nouveau de retour, ça va faire plaisir à tous ceux qui utilisaient DateFNS, je pense. Ensuite, il y a également le support en ESM donc pour Node.js. Ça également, c'est vraiment super intéressant d'avoir ça. Et d'autres choses comme par exemple le fait qu'il n'y a plus de support d'IE maintenant, probablement lié à la version de Node.js, etc. Ou simplement à du code à enlever. C'est normal. Maintenant, tout IE est droppé partout, donc c'est pas un vrai problème. Et il parle également de la V4, qu'est-ce qu'il y aura pour la V4 et que ça prendra moins de temps que l'arrivée de la V3 qui a pris quelques années de ce que j'ai compris. La V4 ce sera surtout par rapport à l'internationalisation, donc ils feront en sorte d'intégrer INTL donc parmi certains paquets ou sous-paquets donc de DateFNS, à voir donc comment ça se passe afin que DateFNS donc soit encore mieux géré au niveau de l'internationalisation. Voilà tout concernant les news de cette semaine. Je voulais juste vous quitter pour vous reparler de Paint Potion, dont je vous avais parlé déjà la semaine dernière et qui est le projet que je lance en ce mois de janvier, que je lance en pré-vente. Et si la pré-vente est complétée, alors je vais réellement développer ce projet-là, parce qu'actuellement c'est juste une petite bêta que j'ai développée à moitié pour confirmer le projet. Il y a déjà eu pas mal de préventes. Merci à tous ceux qui sont allés sur cette page-là et qui ont éventuellement diffusé ce projet. Pour rappel, je vais simplement rappeler un peu ce que c'est. En fait, c'est un projet où on va pouvoir créer donc des illustrations vectorielles via un prompt. Donc ça utilise quelques IA, 2 IA, une pour créer l'image et une après pour convertir en SVG si l'image vous plaît. Et donc le but vraiment du projet, c'est d'avoir des illustrations vectorielles qui soient réellement utilisables de base dans un site web. Parce qu'on a souvent des illustrations créées par des IA qui sont assez, qui ont des problèmes. Il y a un problème par rapport au bras, ou il y a un problème par rapport à ça, assez bizarre, où il y a 2 têtes, ou voilà, il y a toujours des problèmes. Et donc moi, ici, j'ai essayé de créer un projet où vraiment, ça va créer des illustrations qui sont directement utilisables qui sont utilisables dans le monde réel, et en plus, via un système de style pour garder de la consistance dans le style. Donc ça veut dire que vous allez définir votre style, que ce soit flat classique, ou flat earthy, flat géométrique, ou flat clean lines par exemple, et avec un même prompt, ça va changer directement le style de vos images, et selon le prompt vous allez pouvoir faire d'autres prompts, et ça va garder donc le style que vous avez décrit. Alors pour l'instant il y a ces styles là, mais bien sûr il y en aura d'autres qui arriveront selon ce qui se passera pendant la bêta avec les différents utilisateurs. Au niveau du pricing, c'est celui-ci. Faut savoir que là ça l'affiche en dollars, mais normalement ça l'affiche en euros, c'est parce que je suis pas en France en ce moment. Mais voilà, au niveau du pricing, il faut savoir que là je me fais quasiment aucune marge, simplement pour avoir des utilisateurs pendant la prévente et pouvoir créer un projet bêta. Et ensuite, quand le projet bêta est lancé, là je relancerai les possibilités d'abonnement à Paint Potion, mais voilà, sous forme d'abonnement et non plus sous forme de crédit ou d'autres choses. Enfin, je verrai comment ça se passe, mais en tout cas voilà, pour l'instant c'est pas du tout pour faire de l'argent, c'est simplement pour créer un bon projet, pour créer des illustrations vectorielles qui soient utilisables, que ce soit pour les développeurs, pour les designers, pour des agences de marketing, quoi que ce soit. Donc si jamais vous êtes un peu concerné, n'hésitez pas à aller voir ce projet-là, Paint Potion, ou à le diffuser à des personnes qui pourraient être intéressées. Ça m'aiderait beaucoup. Voilà tout donc concernant les actualités de cette semaine. Je vous mets bien sûr le lien de tout ça juste en dessous en description. Je vous remercie de suivre cette chaîne. Et puis écoutez, on se retrouve dès lundi prochain pour d'autres news JavaScript. À très vite et bon codage.